La Chine moderne est née il y a 2000 ans, à une époque où le monde était dominé par deux empires puissants. Rome, à l'ouest, et la dynastie Han, à l'est. Les somptueux palais des souverains Han ont disparu depuis longtemps, et leurs trésors ont été pillés. Depuis des siècles, un voile de mystère enveloppe le monde perdu de ces empereurs qui ont bâti la Chine. Mais aujourd'hui, les fabuleux tombeaux qu'ils se firent construire révèlent enfin leurs secrets, nous laissant entrevoir le faste inouï d'un âge d'or trop longtemps oublié. Chaque objet témoigne d'un luxe et d'une opulence extraordinaire. Chaque tombeau recèle des trésors d'or, de soie et de jade, jalousement gardés par une nouvelle armée de terre cuite. Les souverains gisent enchâssés dans le jade pour l'éternité, veillant sur les restes d'une civilisation dont la Chine est l'héritière. La ville de Xi'an était jadis la capitale de la Chine. Elle est aujourd'hui connue pour ses soldats de terre cuite. Une armée grandeur nature réalisée en argile sur l'ordre de Qin Shi Huang, le premier empereur à avoir unifié la Chine. Mais Xi'an abrite d'autres tombeaux impériaux. Ce vaste monument est la sépulture d'un autre grand souverain. L'empereur Xin, chef de la dynastie Han, qui régna sur la Chine pendant 4 siècles. Une période fondatrice pour la société chinoise. Après 400 ans de règne des Han, tout le sous-continent avait pris conscience de ce qu'être chinois voulait dire. Des gens séparés par des milliers de kilomètres se sentaient liés par une histoire, par une culture commune. Le tumulus dans lequel repose l'empereur Xin culmine à plus de 30 mètres au-dessus de ce vaste complexe funéraire. Les archéologues explorent actuellement les mystérieuses tranchées qui l'entourent. Ils y ont fait une découverte extraordinaire. Une seconde armée de statuettes de terre cuite. À la différence de la première, les personnages qui la constituent ne sont pas représentés grandeur nature, mais réduits de 2/3. Il y en a plus de 8000, beaucoup plus nombreux donc. Et ils sont accompagnés d'un nombre impressionnant d'animaux. Quand nous avons mis à jour la fosse numéro 13, nous avons trouvé plus d'1 millier de statuettes d'animaux. Des figurines de terre cuite représentant des moutons, des chiens, des cochons en très grand nombre. C'est impressionnant. Les parois des tranchées du tombeau de l'empereur étaient initialement recouvertes de bois. Celui-ci a fini par pourrir et la terre s'est effondrée, recouvrant les figurines. Les archéologues n'ont pas seulement mis au jour une armée, mais une incroyable collection d'objets reproduisant le monde des Han. Dans ses moindres détails. 2 races de chiens sont ainsi représentées. Un chien de garde, reconnaissable à sa queue dressée, et un chien de compagnie à la queue basse, également destiné à la consommation. Chaque tranchée nous donne un aperçu de ce qu'était le monde des empereurs Han et de la manière dont il était administré. Depuis les ustensiles de cuisine, jusqu'aux castrats de la cour, que l'on reconnaît à leur petit pénis et à l'absence de testicules. Ce sont les plus anciennes représentations connues d'eunuques chinois. Ceux-ci formaient une caste privilégiée, très influente dans les coulisses de la scène politique de l'époque. L'empereur vit complètement coupé du monde.
avec ses femmes, quelques enfants et une garde composée d'eunuques. Aucun homme non castré n'est autorisé à entrer dans le palais, en dehors de l'empereur. Ce sont les eunuques qui contrôlent l'accès au souverain. Si vous voulez lui transmettre un message ou obtenir quelque chose, il faut être dans les bonnes grâces d'un eunuque. La cour de l'empereur Xin, il y a 2000 ans, était le lieu de toutes les intrigues. Le règne de Xin marqua l'apogée de la culture Han. Ce fut apparemment une période prospère. L'empereur Xin jouit d'une bonne réputation, qu'il doit en grande partie à son père. Il a notamment repris ses ministres qui ont su le conseiller. Et il a hérité de sa fortune, comme le montre son tombeau. Pendant son règne, il a réduit l'impôt à 3%, une mesure qui ne pouvait que le rendre populaire. Il a aboli les mutilations judiciaires et a limité l'usage de la flagellation, ce qui forcément l'a rendu sympathique. Mais cela ne l'empêcha pas de dépenser une fortune pour célébrer sa propre gloire. Il se fit construire un mausolée monumental. Des milliers d'ouvriers travaillèrent pendant près de 30 ans à son édification. Et il se comportait parfois d'une manière indigne d'un empereur de Chine. Le personnage peut également être odieux. Il gouverne par décret, avec une arrogance incroyable, sans jamais reconnaître la part qui revient à ses ministres. Il tient à apparaître comme le seul maître à bord. Avant d'accéder au trône, il s'est trouvé mêlé à un scandale qui a bien failli entraîner la chute de la dynastie. Une terrible dispute l'a opposé à l'un de ses cousins, lors d'une partie d'un jeu très prisé à l'époque. Et il l'a tué à coups de damier. L'empereur Xin fit construire son gigantesque tombeau aux portes de Xi'an, la capitale des Han. Son ancien nom, Chang'an, signifiait « paix éternelle » dans la langue de l'époque. À son apogée, c'était l'une des plus grandes cités du monde antique, avec plus d'1 million d'habitants. C'était la capitale, non pas pour des raisons commerciales, ce n'était pas à l'origine une ville de marché, mais pour des raisons politiques et culturelles. Xi'an était concrètement et symboliquement le centre de l'Empire. Et du point de vue de ceux qui y vivaient, qui détenaient le pouvoir, c'était aussi le centre du monde. C'est ici que le prédécesseur de Xin avait fait aménager son propre mausolée, gardé par la célèbre armée de terre cuite. Li Xiuzhen a beaucoup étudié ces guerriers de plus d'1,80 m, alignés tels des géants à l'autre bout de la ville. Rien à voir avec les figurines du tombeau de l'empereur Xin qui font à peine 60 cm de haut. Désormais protégés par un plancher de verre trempé, les tranchées mises au jour donnent à voir la représentation idéalisée d'un monde réel en miniature. La première fois que je les ai vus, j'ai été surprise par leur petite taille, comparée à celle des soldats de terre cuite. Elles font à peu près le tiers des statues d'argile de l'autre mausolée. Ces tombeaux renferment une mine d'informations sur les traditions et les coutumes de l'Antiquité, ainsi que sur la manière dont on concevait le monde à l'époque. Tel qu'il apparaît aujourd'hui, le mausolée de Yangling est absolument gigantesque. Mais tous les objets sacrificiels qui y figurent sont beaucoup plus petits. Pour que sa vie dans l'au-delà soit assurée, l'empereur se fit construire une tombe qui reproduisait fidèlement son palais. Tous ceux qui l'ont servi de son vivant y sont représentés.
Ces curieuses figurines exercent sur nous un véritable pouvoir de fascination. Elles sont l'écho d'une tradition plus ancienne, plus cruelle. Dans la Chine antique, lorsqu'un souverain mourait, toute sa cour était sacrifiée et enterrée avec lui. Les Chinois se sont livrés à des sacrifices humains lors des inhumations à partir du 7e siècle avant notre ère. La coutume était très décriée et très impopulaire. Mais lorsque les Han s'installent au pouvoir, la pratique est largement tombée en désuétude. Ce sont désormais des statues que l'on inhume auprès des puissants. Nous pensons que cette pratique répondait initialement à une volonté d'adoucir les mœurs de la société. Il était devenu injustifiable de tuer des gens pour qu'ils aillent servir un souverain défunt dans l'au-delà. Les guerriers géants en terre cuite étaient censés constituer une redoutable armée de l'ombre, prête à affronter les esprits maléfiques dans l'au-delà. Les figurines sans bras du tombeau de l'empereur Xin paraissent en comparaison bien vulnérables. On comprend moins leur rôle. À Xi'an, la capitale de la Chine antique, l'équipe d'archéologues dirigée par le professeur Diao Nanfeng a découvert un monde miniature d'une richesse incroyable. L'univers dans lequel vivait l'empereur Xin y est représenté, jusqu'à la dernière concubine, jusqu'au dernier eunuque, à ses côtés pour l'éternité. Ils ont même eu la surprise de trouver de la monnaie miniature à dépenser dans le royaume des morts. Ces modèles réduits d'objets réels ont été spécialement réalisés à des fins funéraires. Fabriqués en bronze, ces pièces factices pèsent moins d'1 tiers de gramme. Elle n'était pas destinée à être utilisée dans la vraie vie. Les Han croyaient qu'après la mort, les hommes continuaient d'exister dans un autre monde parallèle dans lequel ils devaient emporter tout ce qui leur avait servi ici-bas. Ce petit sceau en or portant la signature d'un général de la cavalerie a été retrouvé dans une tranchée remplie de chevaux et de cavaliers. C'est la parfaite réplique d'un sceau utilisé par un général de l'époque. Ce sceau n'est pas destiné à servir. C'est un objet funéraire, uniquement fabriqué pour être placé dans un tombeau. Ils étaient persuadés que la vie continuait après la mort dans un monde parallèle. D'où ce souci de recréer l'univers domestique de l'empereur dans ses moindres détails. Ces figurines d'argile ne sont pas de simples poupées. Elles représentent la cour qui devra servir l'empereur dans le monde qui l'attend. Un examen plus attentif a permis de détecter sur ces statuettes la présence de minuscules fragments de bois. Elles étaient donc initialement pourvues de bras articulés permettant de les placer dans diverses positions, prêtes à servir dans l'au-delà. Ces petites statues ont été réalisées avec un soin extrême, sans regarder à la dépense. Les méthodes de fabrication ont été minutieusement reconstituées. Chaque figurine doit être façonnée individuellement et à la main. L'argile est tassée dans des moules représentant le tronc, la tête et les jambes. Puis, les parties sont assemblées et mises à cuire dans un four pendant plusieurs jours. On voit clairement le nez et les yeux, ainsi que le dessin des muscles sur la poitrine. Il y a manifestement un grand souci du détail. Les bras en bois sont fixés après la cuisson. L'examen au microscope a révélé la présence inattendue d'une autre matière organique, prouvant que ces statuettes n'ont pas été enterrées nues, mais drapées dans une étoffe précieuse qui avait fait l'immense fortune de la dynastie Han, la soie. Il y a 2000 ans,
la soie était l'un des produits les plus recherchés des riches et des puissants. Et elle venait exclusivement de Chine. Face à la demande mondiale pour ce tissu tant convoité, on mit en place la plus longue route commerciale terrestre du monde antique. Partant de Xi'an, la route de la soie traversait le désert sur des milliers de kilomètres et franchissait les montagnes pour relier la Chine à l'Europe. La soie était très appréciée aux quatre coins du monde antique, en Grèce et à Rome notamment, où elle était étroitement associée au pouvoir. Les paysans chinois payaient l'impôt avec de la soie. Les fonctionnaires la recevaient en salaire. La soie était si précieuse que révéler le secret de sa production à un étranger était un crime passible de la peine de mort. Il fallait 1,50 m d'étoffe pour confectionner un costume miniature tel que celui-ci, ce qui représentait plus d'un mois de la solde d'un soldat de l'armée Han. Les secrets de fabrication de ces luxueux habits n'ont jamais été percés. Ils sont d'un luxe qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Nous sommes incapables à l'heure actuelle de reproduire bon nombre des étoffes retrouvées dans les tombeaux Han. C'est un costume d'homme typique de l'aristocratie de la dynastie Han. On le retrouve sur de nombreuses peintures murales funéraires de l'époque. Ce rouge était exclusivement réservé à l'aristocratie. D'autres tombeaux Han ont également livré de nombreuses figurines portant des vêtements habilement dessinés à même l'argile. Ces statuettes aux mains vides tenaient jadis des instruments de musique en bois qui ont fini par se décomposer. Ces danseurs se sont figés dans une pose éternelle. La grâce de leurs gestes intrigue certains chorégraphes modernes qui cherchent à retrouver des mouvements datant de 2000 ans. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Au mieux, des dessins en 2 dimensions et des sculptures pour la 3D. Si vous prenez ce geste exécuté à l'époque Han, comment savoir s'il démarre comme ça ou comme ça? Ou comment mettre les mains ensuite? Les peintures murales qui ornent les parois des tombeaux et les poses dans lesquelles sont figées les statuettes d'argile pour le plaisir éternel de l'empereur permettent cependant de se faire une idée des danses de l'époque Han. L'empereur Xin veillait à ce que des danses et certains rites soient régulièrement exécutés sur les tombes de 2 de ses ancêtres. La danse était également un divertissement, voire une façon de présenter de jeunes prétendantes au titre de concubine. La danse tenait donc une place importante à la cour. La culture raffinée et la puissance de la dynastie Han étaient à leur apogée lorsque l'empereur Xin fit bâtir son extravagant tombeau au IIe siècle avant notre ère. Mais son vaste empire était vulnérable. L'empereur régnait certes en dirigeant suprême depuis sa capitale de Xi'an, mais il devait s'appuyer sur des rois locaux pour maintenir son emprise sur les régions les plus lointaines, comme le royaume de Chu dans l'est de la Chine, aujourd'hui la province du Jiangsu. Le roi de Chu, ayant amassé une fortune considérable, finit par contester le pouvoir de l'empereur. La moderne Suzhou.
une ville de 9 millions d'habitants en pleine expansion. Entre les gratte-ciel, les vestiges d'une époque révolue rappellent que Suzhou fut la capitale de l'ancien royaume de Chu. Lieu de naissance du premier empereur Han, la ville avait jadis un statut particulier. Les rois de Chu furent ainsi autorisés à se faire construire des tombeaux monumentaux, véritables sépultures impériales. Les Han avaient réussi à réunifier la Chine. Mais il subsistait à l'Est des royaumes à la tête desquels avaient été placés des proches et des alliés du fondateur de la dynastie. Et ces dirigeants se comportaient comme des monarques. Ils avaient leurs propres ressources, leur propre religion, et le risque était grand de les voir un jour revendiquer le trône impérial. L'un des rois de Chu, Liu Wu, finit par devenir si puissant qu'il prit la tête d'une révolte contre l'empereur. Le soulèvement fut écrasé et le roi vaincu fut contraint au suicide. Il aurait été inhumé à la hâte dans un tombeau inachevé qui se cache aujourd'hui derrière cette façade moderne. James Lin, du musée Fitzwilliam de Cambridge, et l'archéologue chinois Li Chunlei travaillent ensemble sur cet autre monument funéraire de la culture Han. Un étroit couloir en pente descend jusqu'à un véritable palais souterrain, enfoui à une trentaine de mètres de profondeur. La tombe du roi Liu Wu n'est pas creusée dans la terre, comme celle de l'empereur Jin, mais taillée dans la pierre calcaire. On peut encore voir les coups de burin des tailleurs de pierre qui n'ont pas eu le temps de finir leur ouvrage. Cette salle est presque terminée, mais ils n'ont pas eu le temps de finir la paroi du fond. La surface de la pierre n'a pas été poncée. Les coups de burin des ouvriers sont encore visibles. Bien que le tombeau soit inachevé, les architectes ont tout fait pour assurer la sécurité du défunt dans l'au-delà. Il fallait notamment le protéger des pilleurs de tombes. Pour cela, un impressionnant système de défense fut mis en place. On installa de lourdes portes coulissantes en bois, bloquées par des systèmes de verrouillage automatique en bronze incrustés dans le sol. Et les passages furent obstrués par de gigantesques pierres taillées au millimètre près. Chaque bloc pesait 6 tonnes. Ils bouchaient l'entrée principale pour faire barrage aux pilleurs de tombes. Malgré toutes ces précautions, des pillards réussirent à s'introduire dans le tombeau. Ces pierres portent d'étranges stigmates baptisés naseaux de bœuf, en raison de leur ressemblance avec le nez de l'animal. Les pilleurs de tombes perçaient un trou dans la pierre. Puis ils y passaient une corde pour pouvoir tirer le bloc et accéder ainsi à la salle principale de la sépulture. Les fouilles ont révélé que des pillards avaient également réussi à creuser un tunnel. Les voleurs ont pénétré dans le tombeau. Ils sont arrivés directement dans la salle arrière, qu'ils ont quasiment vidée de ses trésors. Heureusement, dans leur hâte, les voleurs n'ont pas tout emporté. Ils sont passés à côté de véritables joyaux de la dynastie Han qui se trouvaient dans d'autres salles du tombeau. Ils ont oublié d'inestimables trésors, comme ces magnifiques tablettes d'or fin. Here we have two golden plaques that were part of a belt. Ces 2 plaques d'or faisaient partie d'une ceinture faite de plusieurs cordons de coquillage et qui se fermait à l'aide d'une épingle en or.
Ces deux plaques étaient purement ornementales. On y voit des prédateurs s'attaquant à une proie. La scène représentée sur ces plaques témoigne de l'étendue considérable de l'Empire des Han. Ce genre de thème violent n'est pas typique de l'art chinois de l'époque. La violence explicite ne fait pas partie du répertoire de la Chine antique, dans lequel les animaux sont généralement représentés de manière plus abstraite, ou du moins avec un souci d'harmonie et de sérénité. Ces plaques sont, à mon avis, caractéristiques du style animalier des peuples nomades de l'Asie du Nord et de l'Asie centrale. Ces objets précieux proviennent des confins nord de la Chine, d'une région où les Han menaient une incessante offensive diplomatique visant à conclure des traités de paix avec les turbulents ancêtres de Gengis Khan. Une paix propice aux rois de Chu qui en profitèrent pour s'enrichir, enterrant avec eux leurs nouveaux trésors. Lorsque des pilleurs de tombes se sont introduits dans le mausolée du roi de Chu il y a 2000 ans, ils n'ont pas seulement oublié des objets en or. Ils ont aussi laissé sur place des milliers de fragments de jade. Autant de morceaux d'un puzzle géant arrachés au cercueil du souverain. C'est aujourd'hui le seul cercueil de jade entièrement restauré de Chine. Il est constitué de plus de 2000 plaquettes de jade fixées par des clous d'or sur une surface laquée. C'était une gigantesque entreprise qui a dû coûter une fortune. Dans chacun de ces petits trous, il y avait un clou en or massif. Le jade était une pierre si rare et si précieuse que seul l'empereur pouvait en posséder et en faire le commerce. Les pilleurs de tombes ne pouvaient donc rien en faire et ils le laissèrent sur place, se contentant d'emporter les 1700 clous d'or. Un seul est parvenu jusqu'à nous. Les voleurs abandonnèrent notamment cette extraordinaire tenue funéraire. Elle est aussi constituée de jade. À l'intérieur du cercueil de jade gisait la momie du roi, recouverte d'un costume fait de plus de 4000 fragments de pierres précieuses, cousus ensemble par plus d'1,5 kg de fil d'or. Un costume sur mesure pour la dépouille du monarque. Ce costume de jade est une tenue funéraire unique en Chine, et peut-être même unique au monde. C'est quelque chose de totalement typique de cette période. En tant que découverte archéologique et vestige culturel, ce costume de jade est d'une importance capitale, car il montre à quel point les Chinois de la dynastie Han étaient obsédés par les funérailles et les rites funéraires, par le respect de la dépouille du défunt et par sa conservation. Il montre également le rôle central joué par le jade dans cette problématique. Ce costume est en quelque sorte le symbole de l'importance conjuguée du jade et des rites funéraires. Il y a 2000 ans, sous la dynastie des Han, lorsqu'un souverain décédait, sa dépouille était soigneusement préparée pour son passage dans l'au-delà. Et le jade était la pierre qui devait l'accompagner sur la voie sacrée de l'immortalité. Les Chinois de l'époque n'avaient pas de diamants, mais ils avaient du jade, qui symbolisait l'autorité impériale et le pouvoir divin. Cette pierre s'est imposée comme l'un des signes extérieurs de l'autorité impériale, au point que l'idéogramme chinois qui la désigne représente un roi tenant un fragment de jade.
En effet, le jade était chez les Han un ingrédient incontournable de la recette de l'immortalité. Les objets de jade qui se trouvent devant moi servaient à fermer ou à couvrir les principaux orifices du corps humain. La médecine chinoise antique considérait qu'il était essentiel pour préserver l'essence vitale de l'individu, dans la vie comme dans la mort, d'obturer tous les orifices de son organisme. Si vous parliez trop, l'essence vitale risquait de se concentrer dans votre bouche et de déserter d'autres parties du corps. Même chose si vous écoutiez trop ou si vous regardiez trop. Il fallait rechercher l'équilibre dans chaque acte de la vie. Et pour continuer à le faire après la mort, ces 9 bouchons de jade étaient indispensables. Ils servaient à obturer les yeux, à boucher les oreilles, les narines et l'anus, tout en couvrant les organes génitaux pour éviter que le souffle vital ne quitte le corps. Surtout, il était absolument capital d'obturer la bouche du mort à l'aide d'un bâillon en forme de cigale. Le cycle de vie insolite de ce curieux insecte avait en effet retenu l'attention des savants chinois de l'époque. Ils avaient remarqué que la cigale passait l'essentiel de son existence sous terre, pour un jour remonter à la surface en creusant une galerie, émerger à l'air libre et se métamorphoser en un être totalement transformé. L'idée était que le souverain était enterré, mais qu'on le dotait d'un exosquelette, comme celui de la chrysalide de la cigale. Un merveilleux costume de jade qui tiendrait à distance les influences maléfiques et permettrait à l'âme du défunt d'exister, d'être préservée. Et le moment venu, le défunt pourrait se lever et s'extraire de sa tombe, quitter son exosquelette et accomplir sa métamorphose en un être immortel. Le concept d'immortalité était omniprésent dans la société Han, et le jade était censé être un gage de longévité et d'immortalité. La croyance en un pouvoir surnaturel du jade était extrêmement forte chez les Han, comme en témoigne la singulière habitude qu'avait prise l'empereur Wu, le fils de l'empereur Jin. On raconte que l'empereur Wu avait ordonné à ses serviteurs de recueillir la rosée à l'aube et de lui en apporter un flacon chaque matin. Il la versait dans une coupe et y ajoutait de la poudre de jade. Il buvait régulièrement ce breuvage, persuadé manifestement que la pureté du jade, ses propriétés magiques, aurait un effet sur son organisme en lui conférant ses propres qualités et lui permettrait de vivre éternellement. Le règne de l'empereur Wu fut remarquablement long. Il dura près de 50 ans. Pourtant, le jade qu'il absorbait contient des composés métalliques potentiellement toxiques. Et rien n'indique que le jade permette de lutter contre le vieillissement. Les souverains Han en remplissaient néanmoins leurs tombeaux et s'en couvraient le corps. Le jade était manifestement pour eux un instrument fondamental dans leur quête d'éternité. On a le sentiment chez de nombreux monarques chinois qu'ils sont parvenus à régner sur le monde, sur tout ce qui existe ici-bas, mais qu'ils sont démunis devant la mort, et que la mort finira par les vaincre. En vieillissant, ils en sont de plus en plus conscients, et ça tourne à l'obsession. Cela se voit dans leurs tombeaux et dans le désir d'immortalité qu'ils expriment.
Le jade, qui a joué un rôle si central dans les coutumes funéraires de la dynastie Han, reste une matière extrêmement convoitée. Déjà exploitée il y a 2000 ans, les carrières de Retienne, dans le nord-ouest de la Chine, continuent de fournir les ateliers des lapidaires modernes, comme ici à Suzhou, à des milliers de kilomètres. Les Chinois considèrent que le jade a des propriétés spirituelles, qu'il apporte la santé et qu'il permet même aux rêves de se réaliser. Le jade blanc est particulièrement rare. Ce morceau vaut à lui seul la bagatelle de 600 000 €. 10 années d'apprentissage sont nécessaires aux artisans actuels pour réaliser des copies d'objets d'art anciens en se servant d'outils modernes. Le professeur Li Yin-de a emprunté au musée de Suzhou un dragon de jade vieux de 2000 ans pour montrer à un apprenti toute la maîtrise des lapidaires de la dynastie Han. Les gens étaient extrêmement habiles il y a 2000 ans. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de telles prouesses. Li Yin-de retourne dans les laboratoires de son musée où la restauration d'un objet de jade récemment mis au jour vient tout juste de commencer. Il s'agit du cercueil d'un autre roi de Chu, vieux de quelques 2000 ans. Le cercueil était un objet en 3 dimensions, comme celui-ci. Avec le temps, il s'est effondré, comme ceci. Toute la structure s'est affaissée sur un même plan. Le cercueil proprement dit a pourri. Ce que nous avons ici, au milieu, c'est le socle de bois sur lequel reposait le cercueil. La caisse du cercueil, le corps qui se trouvait à l'intérieur, tout ce qui se trouvait dans le cercueil a disparu. Singulièrement, le jade est ici tourné vers l'intérieur. Tout le pouvoir et toute la richesse qu'il symbolise sont tournés vers l'occupant du cercueil et non vers les regards extérieurs. Les souverains Han ont peut-être trouvé avec le jade le secret de l'immortalité, mais certainement pas un conservateur efficace. Contrairement aux momies égyptiennes, les dépouilles des Han ont fini en poussière. De récentes découvertes montrent pourtant que les souverains de la dynastie Han se sont accrochés jusqu'au bout à leur passion pour la pierre précieuse, même lorsque leur pouvoir s'est mis à vaciller. La ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, ancienne capitale du royaume de Chu. Un gigantesque tumulus se dresse au milieu des gratte-ciel. Il fait partie d'un extraordinaire réseau de tombeaux royaux vieux de 2000 ans qui fait actuellement l'objet de fouilles archéologiques. Les momies de jade ont été retrouvées à Sesan. Nous sommes à l'autre bout de la ville, dans le quartier de Tushan. Ce tombeau est beaucoup plus récent que celui de Sesan. Ce n'est pas une sépulture souterraine taillée dans la roche, mais une pyramide de terre de près de 20 mètres de hauteur. Un monument impressionnant, bien qu'il ait été érigé à la fin de la période Han, alors que la puissance de la dynastie régnante était en plein déclin. En Chine, les plus grandes tombes datent généralement du début des dynasties. Ce n'est pas forcément celle du fondateur,
mais plus souvent celle de son fils ou de son petit-fils, qui ont hérité de l'Empire et des richesses accumulées par leurs prédécesseurs. Chez les Han, ce sont Xin et son fils qui ont eu droit au plus grand tombeau. Ensuite, la taille des sépultures a tendance à se réduire, à devenir plus modeste. Les préparatifs pour pénétrer dans les salles funéraires ont commencé il y a 35 ans. Les archéologues ont soigneusement vidé la pyramide de la terre qui s'était accumulée à l'intérieur et ont entamé des travaux de terrassement afin de dégager la base du tombeau. Désormais apparents, ces blocs de pierre forment le toit d'une série de salles funéraires creusées dans le sol. Grâce à la technologie moderne, il est possible de voir à l'intérieur sans avoir à défaire la maçonnerie. Un relevé en 3 dimensions réalisé au laser permet d'établir à partir des données recueillies une maquette virtuelle du site. Cette méthode donne des résultats étonnamment précis. 4 couches de dalles ayant servi à construire le toit se sont effondrées. Cela semble indiquer que des pilleurs de tombes sont passés par là. Or, l'histoire locale de la ville de Suzhou ne mentionne officiellement qu'un seul cas de pillage de tombes. Le suspect numéro 1 était un ingénieux malfrat du nom de Diarou. Il avait apparemment bâti une drôle de cabane au sommet du tumulus de Tushan. Il avait construit cette cabane pour pouvoir creuser tranquillement. Pendant plus de 20 ans, il a percé un puits dans le tumulus. Il y a eu tentative d'effraction, comme le montre l'effondrement du toit. Selon les archéologues, l'événement remonterait à environ 1000 ans. Les pillards ont creusé une galerie sur le versant nord-ouest du tumulus pour aboutir à peu près là où nous sommes. Et c'est ici, dans la salle centrale, qu'ils ont trouvé le plus d'objets funéraires. Ils avaient besoin d'un endroit pour trier les choses, pour décider de ce qui valait la peine d'être emporté. Les pots de terre cuite, par exemple, c'était commun et ils ne les ont pas pris. C'est ici que les pillards triaient leur butin, décidaient de ce qu'ils allaient garder, et pour nous, d'un point de vue archéologique, c'est absolument passionnant. Diarou et ses complices voulaient accéder à la salle principale du tombeau. C'est là que se trouvaient l'or, l'argent et le jade. Car à leur époque, c'est-à-dire vers la fin du XIIe siècle, l'empereur n'était plus le seul à pouvoir vendre et acheter la pierre précieuse. Le jade était devenu une matière négociable. Li Yinde et ses collaborateurs craignent donc que tous les objets de valeur aient été dérobés. Les archéologues suivent désormais les pillards à la trace. Après avoir dégagé une nouvelle couche de terre, quelque chose attire leur attention. La forme géométrique caractéristique de la pierre verte. Les restes d'un costume funéraire royal Han. Les 40 morceaux de jade sont toujours attachés. Les textes anciens disent que ce tombeau a été pillé par le passé.
Nous ne pensions pas trouver autant de jade à cette profondeur. Les voleurs ont probablement fait tomber une partie de leur butin il y a près de 1000 ans, alors qu'ils s'enfuyaient dans le noir. La découverte est inédite, d'autant plus que les petites plaques de jade sont encore tenues entre elles par des bouts du fil d'origine. Un détail apparemment anodin pourrait remettre en question certaines hypothèses admises jusqu'ici. Le fil n'est ni en or ni en argent, mais en bronze. Selon les chroniques anciennes, cette tombe serait celle d'un roi. Son costume devrait donc être cousu avec du fil d'argent, pas de bronze. Bien que le tombeau soit plus petit que ceux des Han des siècles précédents, le costume est réalisé en plaquettes de jade de qualité et magnifiquement ouvragé. Ce petit bout de fil pourrait finalement permettre à un roi oublié de retrouver sa place dans l'histoire. Cela ne cadre pas avec les sources littéraires, qui sont peut-être incomplètes. Cette découverte est d'autant plus précieuse. En archéologie, il est important non seulement de préserver l'objet découvert, mais également d'enregistrer dans quelles conditions il a été trouvé. Les fragments du costume de jade abandonné par les pillards vont maintenant être extraits de la terre. Une résine spéciale est versée sur toute la surface de la tranche de sol qui va être prélevée. La résine prend rapidement, emprisonnant les morceaux de jade. L'ensemble peut ainsi être extrait en un seul morceau. Nous sommes en présence de morceaux de jade qui faisaient partie d'un costume funéraire. La taille et la configuration des différentes pièces laissent penser qu'il s'agit du bas de la manche, autour du poignet. D'après la taille et la répartition des morceaux, c'est soit cette partie, soit celle-ci. Les plaquettes de jade ne sont pas aussi petites que celles qui couvrent les mains, les pieds ou la face. Je pense donc qu'il s'agit de l'une de ces deux parties-là. Il est très rare d'avoir la chance de retrouver des morceaux de costumes de jade dont les pièces sont encore reliées entre elles. C'est parce qu'ici, le fil est intact. Si l'on regarde ce fil à la loupe, on voit qu'il s'agit de fils de bronze oxydés, donc recouverts d'une légère couche de vert de gris. Le bronze est un métal beaucoup moins cher que l'argent. Mais en examinant un morceau de jade de plus près, les archéologues ont remarqué autre chose. Juste à l'angle d'un petit morceau de jade, Zhao Xiaowei et ses collègues ont trouvé un minuscule morceau de feuille d'or. Ils pensent qu'il devait initialement être enroulé autour du fil de bronze. Il ne s'agit donc pas d'un simple fil de bronze, mais de bronze recouvert d'or, comme si l'on avait cherché à sauver les apparences. C'est intéressant car, selon la tradition et les conventions d'usage, le bronze plaqué d'or est réputé avoir la même valeur que l'argent. Ce costume de jade, cousu avec ce fil, tel qu'il est devant nous, est donc parfaitement conforme aux préceptes de l'époque concernant les objets et les matières dignes d'un roi local. Rares sont les tombeaux de rois Han datant de cette époque qui ont été retrouvés et a fortiori identifiés. La découverte de ce fil confirme les documents historiques. Ce tumulus est bien la tombe d'un roi Han de Chu. Lequel exactement? On l'ignore. Ce que nous savons avec certitude, d'après les fouilles actuelles et celles qui ont précédé,
c'est qu'il s'agit de la tombe d'un roi de Suzhou, de la fin de la dynastie Han. Le mystérieux souverain a été enterré après l'âge d'or de la dynastie Han. Le fait que son costume funéraire ait été cousu avec du fil de bronze recouvert d'une fine feuille d'or montre bien que l'Empire était alors sur son déclin. Les Han avaient perdu une bonne partie de leur pouvoir et de leur influence, dans un empire affaibli et en proie à la sédition. Tout a une fin. On trouve encore des tombeaux fastueux dans la période plus tardive. Mais de manière générale, plus on avance vers la fin de la dynastie Han, plus les tombeaux deviennent modestes. Tandis que les Han voient leur puissance disparaître dans le monde des vivants, les trésors qu'ils ont enfouis dans leurs tombeaux s'apprêtent à traverser les siècles. Mais ils ont légué à la Chine bien plus qu'un héritage matériel. L'un des grands mérites de la dynastie Han est, je pense, d'avoir réussi en 400 ans de règne à unifier l'Empire. Ils ont réussi à réunir un ensemble disparate de royaumes, de pays et de provinces et à faire en sorte que chacun se sente chinois. Aujourd'hui, plus de 90% des Chinois disent appartenir à l'ethnie Han. Ils appellent la langue qu'ils parlent le Han, et ils désignent leur système d'écriture sous le nom d'écriture Han. Tout cela influence forcément la perception que les Chinois contemporains ont de leur histoire. Quand ils pensent à leur origine en tant que peuple, ils se réfèrent nécessairement aux Han. Ils aspiraient à la vie éternelle et ils ont donné à la Chine une identité sociale et culturelle homogène. La dynastie Han est ainsi devenue immortelle.